Très bien, mais messieurs, en l'absence de plus d'informations, je vous propose de passer au présidentiel. Donc, depuis quelques jours, nous avons enfin la liste des présidentiables. Donc, ils sont 10 à avoir réussi à collecter les fameuses 500 signatures, le fameux sésame. Euh, il y a un petit peu toutes les tendances, hein, deux candidats d'extrême gauche, un candidat entre la gauche et l'extrême gauche qui est Mélenchon, sachant que dans ma bouche, j'utilise gauche et droite euh, dans les termes du système, hein, parce que personnellement, je pense qu'il n'y a ni gauche ni droite, mais on s'entend sur les termes. Qui va aussi à l'extrême droite, puisque Marine Le Pen a enfin eu ses signatures. Visiblement, elle a eu beaucoup de mal. Je pense pas que c'était qu'elle faisait semblant. Euh, des candidats, alors je dirais des candidats peuvent se regrouper entre candidats totalement inintéressants, candidats intéressants qui ne servent pas à grand chose, et candidats intéressants tout court, sachant que cette catégorie, il n'est pas sûr qu'elle soit remplie. Donc, écoutez, la campagne va être lancée là, enfin est lancée, et le premier tour aura lieu le 22 avril, le deuxième tour ayant lieu le 6 mai. Donc, écoutez, alors je pense qu'on va procéder comme ça. On va faire un tour des candidats puisqu'ils sont 10. Je vous avoue que j'ai des candidats où j'aurais plus de choses à dire que d'autres, parce qu'il y en a certains, comme Philippe Poutou, que je connais très très peu, qui vraiment n'a aucun charisme, enfin, c'est très difficile de le suivre parce qu'il est totalement occulté par la campagne de Mélenchon notamment. Mais on va quand même faire un petit tour. Donc, je vais je vais prendre chaque candidat, je lancerai quelques informations rapides sur chacun d'eux et ensuite je vous demanderai, messieurs, de réagir. Alors Mathieu, je te propose, par quel candidat voudrais-tu qu'on commence? Tiens, c'est toi qui vas me lancer. Nathalie Arthaud, peut-être. Parfait, dans la série, candidat où j'ai pas forcément... Si, j'ai quand même des choses à dire sur elle. Donc, Nathalie Arthaud, donc force ouvrière, la successeur de cette chère Arlette Laguillet. Nathalie Arthaud qui a vraiment beaucoup de mal à émerger, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un petit peu la candidate inexistante qui n'a jamais pu percer après Arlette Laguillet. J'ai regardé un peu son site officiel où j'ai pu lire des choses alors qu'on attend de la part de l'extrême gauche, mais qu'il est toujours bon de rappeler, donc notamment ceci, donc c'est son site officiel. Hein. Quant aux hommes, ils doivent tous pouvoir circuler librement à leur guise d'un bout à l'autre de la planète. L'unification réelle de l'Europe est une nécessité et c'est l'avenir. Voilà, donc du 2 en un, libre circulation plus Europe, c'est génial. Autre citation, cette Europe est exclusivement celle des capitalistes et des banquiers, pas celle des peuples ni des travailleurs. Elle sert également de prétexte commode au gouvernement pour imposer des mesures impopulaires sous prétexte que c'est imposé par Bruxelles. Mais rien n'est décidé à Bruxelles sans que ce ne soit dicté par les gouvernements des grandes puissances européennes. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, elle croit donc que les gouvernements dirigent quelque chose, mais par contre, les lobbies, là, elle connaît pas. Là, non, c'est les gouvernements capitalistes et méchants. Petite remarque tout de même, on se souvient que Lutte ouvrière en 2002, à l'entre-deux tours où il y avait donc Chirac et Le Pen qui étaient qualifiés tous les deux, Lutte ouvrière et Arlette Laguillet n'avaient appelé à voter ni Chirac ni Le Pen, ce qui était un point de vue assez honnête. Là, on peut quand même leur reconnaître, puisque de leur point de vue, il n'y avait pas de raison de choisir entre l'un ou l'autre. Donc c'est pas du tout pareil quand même que Besancenot, qui lui avait appelé à voter Chirac des deux mains, je crois, il avait dit. Donc, mais cela dit, il faut voir si Nathalie Arthaud aurait fait la même chose, parce qu'il me semble qu'elle n'a peut-être pas la même cohérence, en tout cas dans son esprit, qu'une Arlette Laguillet. Donc voilà pour moi, pour ces quelques remarques. Je conclurai en disant que au niveau des sondages, elle est extrêmement bas puisqu'elle ne dépasse pas le 1%. Oui, effectivement, Lutte ouvrière n'a certes pas appelé à voter ni Chirac ni Le Pen entre les deux tours de la présidentielle 2002. Maintenant, à ma connaissance, Arlette Laguillet n'avait pas non plus, enfin, avait eu justement cette même attitude à propos du traité de Maastricht. Elle n'avait pas, je crois, appelé à voter contre Maastricht. Ce qui était une des incohérences. Bon, après, effectivement, il existe sur le plan même presque physique des ressemblances entre Arlette Laguillet et Nathalie Arthaud.
femme sans enfant, semble-t-il, bon, qui fait un petit peu garçonne, et puis un discours assez simpliste, un gauchisme spontanéiste, et puis effectivement, bon, pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Bon, on peut se rappeler de quelqu'un comme Patrick Goffman, par exemple, qui est de droite nationale, bien sûr, mais qui a milité dans sa jeunesse dans les groupuscules, dans les divers groupuscules de l'extrême gauche et qui est passé notamment par Lutte ouvrière en disant, si je me souviens bien, d'après son témoignage, que les femmes étaient très peu incitées à avoir des enfants, que il fallait verser une bonne partie de son salaire, lorsqu'on était militant, verser une bonne partie de son salaire au parti, qu'il y avait comme ça un certain nombre de règles des plus absurdes qui faisaient penser un petit peu à une secte, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau, sinon que bon, d'avoir lutte ouvrière, ça fait partie du paysage, si j'ose dire. Moi, si je peux réagir rapidement, Nathalie Arthaud, on n'en sait pas beaucoup effectivement sur elle, mais par contre, moi j'avais vu une vidéo qui durait 2 heures. Elle était venue à une réunion avec des étudiants de Montpellier, je crois. Et j'avais écouté la conférence et enfin, c'est une communiste de base, quoi. Limite même peut-être staliniste, parce qu'effectivement, elle défendait tout ce qu'avait fait le système staliniste. Donc c'était assez hard quand même. Ouais. Elle était assez, voilà, elle a du caractère quand même, effectivement. Bon après, elle est totalement occultée par Mélenchon, c'est clair. Donc elle percera pas, c'est évident. C'est Mélenchon qui va reprendre la majorité de ces voix-là. Voilà, parce qu'il a quand même un charisme, un charisme, un sens du débat, etc., qui est quand même beaucoup plus efficace que ces gens, Poutou et Artaud. Voilà. On va Tu souhaiterais peut-être... donc, pardon, tu, sou- Vas-y, vas-y, Mathieu. tu souhaiterais donc que l'on continue à parler des candidats d'extrême gauche, si j'ai bien compris, Florentin. Parler encore des candidats d'extrême gauche, ouais, moi j'ai pas grand-chose à dire sur eux, hein, sincèrement, c'est pas ma cam. Non, mais je pense que on va pas s'éterniser parce qu'effectivement, il y a très peu de choses à dire, hein. Je pense que c'est toujours la même ligne de l'extrême gauche. D'ailleurs, on comprend jamais pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour au moins avoir un candidat unique entre Force ouvrière et le NPA. Ça, c'est parce que ce sont des gens qui sont dogmatiques, donc ils sont dogmatiques. Donc certains ne veulent pas sortir de leur carcan idéologique, pour les uns qui est léniniste, pour les autres qui est trotskiste, et donc ces gens-là, bah, ils sont constamment divisés entre eux, quoi, tout simplement, je pense. Je pense qu'on va parler directement de Philippe Poutou, puisque, pareil, hein, j'ai pas énormément de choses à dire sur Philippe Poutou. J'avais vu sa performance chez Ruquier. Alors bon, autant je l'adore, enfin, j'ai pas spécialement d'affinité avec Philippe Poutou, mais la façon dont Ruquier l'avait traité, bon, c'était vraiment, enfin, c'était totalement indigne, mais bon. Le fait est quand même qu'il n'y a aucun charisme. Bon, il a un nom risible qui prête aussi à la petite vanne ruquiéenne. En bref, il semble avoir tout pour lui, hein, cet homme-là. Oui, il y a un de nos auditeurs qui dit qu'il cumule un max, je pense que c'est assez vrai. Alors son intitulé, c'est le candidat anticapitaliste. Voilà, donc je pense que ils se sont pas foulés pour trouver le slogan. Candidat anticapitaliste, certes, mais qui soutient quand même toute la propagande occidentale et capitaliste à propos de la Libye et de la Syrie, hein, à noter. Euh, dans une interview à 20 minutes, il a également dit ça a l'air d'être. Ah oui, alors ça c'est pas mal, c'est sur le sujet précédent, sur Mohamed Merah, il a fait un peu dans le complotisme, où là ça me l'a presque rendu sympathique. Il a dit ça a l'air d'être un fou, mais ce n'est peut-être pas un hasard si ça arrive en pleine campagne. Il y a peut-être un calcul politique derrière pour faire diversion par rapport à la crise. Mais bon, le NPA a très vite repris la main pour chialer avec les autres et ne pas se laisser se répandre le méchant conspirationnisme. Bon, il avait peut-être une intuition sur ce coup-là. Bah, c'est vrai Oui, que... Oh, pardon, je t'en prie, excuse-moi, je t'en prie. j'y vais où tu vas. Donc moi Poutou, la première fois que je l'ai vu, c'était chez Ruquier aussi, je crois. Enfin, j'ai dû le voir avant, mais ça m'avait choqué. Enfin, c'est un petit détail, mais c'est vrai qu'il avait des chaussettes un peu grotesques et on voyait que ça en fait. Donc ça m'avait fait rire. Mais Poutou, bah, c'est le seul à la limite que je respecte à gauche et à l'extrême gauche parce que c'est le seul qui est vraiment un ouvrier, quoi. Il travaille chez Ford, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est quand même quelqu'un qui vit dans le réel entre guillemets et donc qui peut encore se permettre d'avoir une légitimité vis-à-vis des autres ouvriers. À côté de ça, ben, effectivement, il est sur une ligne
Une ligne totalement trotsko-maçonnique, voilà, qu'on connaît, je pense tous ici, on n'a pas besoin de dérailler. C'est ouverture des frontières, le bisounoursisme à volonté, il n'y a pas de problème dans les banlieues, tout va bien, tout le monde est gentil. Enfin voilà, c'est ça, Poutou. De l'argent pour tout le monde, voilà, c'est tout. Mais c'est le seul que je respecte un petit peu à l'extrême gauche. Oui, bah justement, enfin, il est ouvrier, il travaille, c'est bien. J'espère qu'il travaille un petit peu plus qu'Olivier Besancenot. Besancenot qui était promis il y a quelques années à une très belle carrière, une sorte de troisième homme, choyé par de nombreux plateaux de télévision, et chaperonné par Alain Krivine. Et là, il semblerait donc qu'il soit lâché, même s'il s'implique plus ou moins dans la campagne de Philippe Poutou. Effectivement, là, il n'y a pas grand-chose à dire. On apprend cette semaine que des cadres du NPA, qui étaient déjà des cadres de la LCR, qui ont participé à la refondation de la LCR en nouveau parti anticapitaliste, le NPA, qui ont rejoint maintenant Mélenchon. Donc là, il semble que côté électoraliste, finalement, profite énormément à Mélenchon à l'extrême gauche. Bon, on va probablement déboucher la main sur Mélenchon, mais j'ai pas d'autre chose à dire sur le pauvre Philippe Poutou en tout cas. Franck, est-ce que tu as un avis peut-être sur l'extrême gauche en général dans cette campagne? Bien, ce qu'on peut dire, c'est que, comme toujours, il y a dans notre pays, malheureusement, un deux poids, deux mesures qui est totalement excessif et qui devient en fait pénible. Nos bons démocrates sont toujours là pour critiquer les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et on peut s'étonner que dans notre pays, il y ait au moins, si ce n'est pas plus, mais qu'il y ait au moins trois candidats à l'élection présidentielle, Poutou, Arnaud, Mélenchon, qui se revendiquent d'une idéologie mortifère qui a qui a accompli la sinistre besogne, à savoir 100 millions de morts sur toute la planète. Donc, euh, il y a toujours cette incohérence intellectuelle, cette incohérence doctrinale dont le système n'a que faire, mais que malheureusement, peu de gens de chez nous ne pointent. Et donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis étonné qu'en France, pays justement, pays catholique, pays de tradition, un pays où je pense que le poids intellectuel est quand même toujours important, malgré la baisse qu'on peut constater année après année, notamment pour celles et ceux qui ont la chance, comme moi, de travailler dans une école. Donc moi, je m'étonne justement que des gens comme Mélenchon puissent se revendiquer du communisme, que je m'étonne que des gens comme Mélenchon puissent, par exemple, revendiquer tous à la Bastille, on va reprendre la Bastille, à savoir que sur la société sur laquelle il compte, la société sur laquelle il compte bâtir un monde meilleur pour demain s'appuie sur le démontage de la Bastille et du massacre des gardes suisses. Donc, en fait, voilà, moi, je fais un tarif de gros. Je mets Mélenchon, Poutou et Arnaud dans le même sac, à savoir des Trotsko communistes, plus ou moins maçons, et pour Mélenchon, peut-être affiliés d'une manière ou d'une autre à la fameuse communauté ou au groupe de pression qui n'existe pas. Et notamment, ces gens-là, il y a toujours la haine, il y a toujours beaucoup de violence et toujours cette jalousie, toujours cette envie, toujours cette haine du riche. Et ce qui est très étonnant, c'est que les communistes, au sens large du terme, sont toujours très forts pour dire aux autres comment ils doivent gérer leurs entreprises, alors que eux-mêmes communistes ne sont pas capables de créer et de faire fructifier justement des entreprises. Bah, on va justement euh, Mélenchon, bon en tout cas Mélenchon c'est un sujet intéressant parce que lui il réussit vraiment une campagne très très bonne, on peut lui reconnaître. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité parce qu'en général une campagne très bonne c'est beaucoup de mensonges aussi. Là on nous apprend depuis quelques jours, depuis deux trois jours, que dans le dernier sondage, je dirai ce que j'en pense tout à l'heure, mais dans le dernier sondage, il serait passé pour la première fois troisième homme. C'est-à-dire, il serait passé devant Marine Le Pen. C'est pas dans tous les sondages d'ailleurs, hein, mais dans un ou deux. Franck, tu voulais dire quelque chose?
Oui, très rapidement au sujet de Mélenchon, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il réussit sa campagne. Je pense qu'on peut dire que les médias lui font sa campagne. Je pense que Mélenchon, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, et du moins si tu n'es pas d'accord, ça permettra justement la discussion et le débat en bonne intelligence. Je pense que Mélenchon, c'est un remake de Bayrou en 2007, à savoir ce troisième homme. Mélenchon, aujourd'hui, n'a pas plus de poids qu'il en avait hier, simplement les médias ont intérêt, dans leur jeu particulier, de faire croire qu'il est une troisième force en France politique, alors qu'on sait malheureusement aujourd'hui que le système politique français s'avance à grands pas vers un bipartisme comme aux États-Unis d'Amérique. Par contre, ce que je voulais également dire et que j'ai oublié de préciser juste avant, au sujet de Poutou, Arnaud et Mélenchon, on peut s'étonner que ces trois-là aient réussi à obtenir leurs 500 signatures quand on sait que leur nombre d'effectifs est en baisse constante, quand on sait qu'ils perdent de plus en plus de mairies. Là aussi, on peut également se poser des questions sur leur capacité à avoir les parrainages. Et sur Mélenchon, non, non, je pense qu'il réussit la campagne parce que les médias ont intérêt à ce qu'il réussisse sa campagne. Si les médias étaient honnêtes, si les médias étaient sérieux, ils feraient un article d'une page et ils expliqueraient que ce monsieur a été plus de 30 ans, il a été sénateur au Parti socialiste, enfin du Parti socialiste, il a toujours été du système, il a toujours vécu du système, il n'a jamais travaillé de sa vie, donc pour un rebelle ou pour un révolutionnaire, ça fait plutôt rire. Alors, je suis pas en désaccord avec toi, mais je pense que, enfin, je vais quand même confirmer que d'après moi, il réussit sa campagne, dans le sens où, certes, évidemment, il a l'appui des médias, là-dessus on est d'accord, et les médias le relayent, et les médias confortent son image. Et je suis d'accord avec toi, ils avaient fait pareil avec Bayrou, je vais en parler tout à l'heure, mais Bayrou, en 2007, c'était le candidat anti-système, ce qui était quand même, c'était quand même une vaste blague. Mais par les médias, ils ont réussi à faire penser que c'était un candidat anti-système. Là, Mélenchon, je reconnais que c'est un peu pareil. Cela dit, quand je dis qu'il réussit sa campagne, je parle euh, qu'il a quand même une vraie gouaille. Il a un vrai sens tactique, il a une vraie façon de parler et de se mettre en scène. Et alors tout ça, c'est des choses que clairement je ne respecte pas spécialement, hein. Évidemment, je préfère un bon tribun à quelqu'un qui ne sait pas aligner trois mots, mais je trouve que il a vraiment des qualités. Il dit pas que des bêtises. Je vois sur le chat que il a parlé de la loi de 73 effectivement et il l'a dénoncé. Bon, alors outre que la loi de 73 effectivement c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. euh, il faut quand même dire que oui, il dénonce la loi de 73, mais il demande absolument pas à ce qu'on puisse recréer une banque de France pour emprunter à 0%. Il dénonce la loi de 73 et comme remède, il veut qu'on puisse emprunter à la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, à 0%. Donc comment est-ce qu'il va faire? Et ils vont tous être d'accord pour que... Il va falloir mettre les 27 pays d'accord, ou alors il va falloir convaincre les dirigeants de la BCE d'être d'accord pour accorder des prêts à 0%. Enfin, ça ne tient pas. S'il était sérieux, il parlerait de le faire en France. Et pour ça, il faudrait refuser l'institution européenne, ce qui est un autre problème. Donc voilà ce que j'ai à dire moi sur Mélenchon. Mais alors là, effectivement, je suis sorti totalement de l'objectivité. Mais étant vraiment objectif dans cette émission, je ne le crois pas. Moi, si je peux juste en placer une petite sur Mélenchon, je crois que pour toute personne sérieuse qui s'intéresse un minimum à la politique comme nous, Mélenchon, bah, c'est pas quelqu'un de sérieux. Enfin, c'est quelqu'un de sérieux effectivement pour le Parti socialiste. C'est un homme, voilà, comme a dit Franck, qui était 30 ans au Parti socialiste, qui a été sénateur, qui était de toutes les décisions qui ont mis à bas la souveraineté française. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est un très bon tribun, il a du talent, c'est un très bon communicant. Donc il arrive à faire passer des émotions chez le Français moyen, c'est-à-dire celui qui ne se renseigne pas outre mesure, qui ne fait que regarder la télé ou écouter la radio. Pour lui, c'est effectivement un révolutionnaire, il n'y a pas de problème. Il va pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait avant, voir sa vidéo effectivement où il parlait de Maastricht, que c'était une avancée exceptionnelle pour la démocratie, que ça allait amener la prospérité éternelle. Enfin voilà, c'est le gros problème qu'on a actuellement, c'est de pouvoir que les gens soient véritablement informés du profil du bonhomme, quoi. Donc et
quand on creuse un peu toutes ces propositions, elles vont toujours effectivement plutôt dans le sens de l'internationalisme européen, en fait, et du renforcement de la souveraineté bruxelloise sur la France. Donc, pour moi, c'est un escroc, quoi. Il n'y a pas d'autre terme, c'est un escroc qui fera effectivement 15% et qui jouera le rôle du rabatteur au deuxième tour pour Hollande contre le fascisme éternel. C'est toujours la même soupe qu'on nous vend. Moi, c'est vrai que je suis assez fatigué, un peu dépité même des fois, parce que j'ai pas l'impression que les gens se rendent compte et c'est vraiment, voilà, c'est la merde, quoi. Voilà. Pour rebondir sur les propos du Florentin, est-ce que vous avez vu la vidéo qui circule actuellement sur Internet, lorsque Mélenchon est interrogé par France 24, me semble-t-il, où Mélenchon raconte très clairement qu'il s'est fait avoir par François Hollande lors d'un congrès où Hollande avait truqué les résultats du congrès, mais les avait beaucoup plus truqués que ce qu'il avait convenu avec Mélenchon. Est-ce que vous l'avez vu, cette vidéo, qui Oui, est plutôt rigolote? j'ai aperçu ça, effectivement. Et J'ai pas vu, sinon, j'ai entendu parler. justement, cette année, alors il y a des gens qui font partie du paysage politique, bien sûr, mais il n'y a pas de candidat Parti communiste français. Enfin, il n'y en a prétendument pas, mais il y en a un d'après, notamment Jean-Marie Le Pen, qui insiste beaucoup là-dessus. Le candidat des communistes, enfin du Parti communiste français, ce serait Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'un certain nombre de gens autour de lui viennent du Parti communiste, comme Clémentine Autain, par exemple. Et effectivement, enfin, Mélenchon, je pense qu'il fera un bon score aussi, peut-être pas aussi bon qu'actuellement, mais enfin, un des spécialistes de la politique française comme Emmanuel Aratier, que l'on recevra d'ailleurs, estimait il y a quelques semaines que Mélenchon était probablement à plus de 10% et qu'il ferait probablement un bon score. Moi, je dirais un peu comme Franck, enfin, très rapidement, qu'effectivement, le logiciel français, enfin, le logiciel qu'il a à propos de l'histoire de France, c'est très clairement la Révolution. Il est hanté, il faut l'entendre parler de la Révolution française, hein. Il est totalement hanté par ses histoires, par Saint-Just, par Robespierre. Et effectivement, Franck disait, la République française, démocratique, etc., ne se choque pas que des candidats défendant le passé communiste puissent se présenter. Bah, pour la Révolution française, c'est aussi la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on peut tuer des gens tant que c'est pour la bonne cause, donc, ou tant que c'est reconnu comme tel, du moins. Et une dernière chose que je dirais sur Mélenchon, parce que je vais pas faire la redite par rapport à mes camarades, je partage à peu près vos avis, c'est que directeur de Excuse-moi, campagne Mathieu, Oui. je te laisserai faire la remarque après, mais je voulais juste réagir sur ce que tu viens de dire, parce que, effectivement, Mélenchon joue la carte du révolutionnaire, il a la gouaille, voilà, il harangue la foule, mais il insiste toujours pour dire que pour lui, la révolution doit se faire dans les urnes. Ce qui doit quand même faire se retourner dans la tombe un certain nombre de révolutionnaires, parce qu'un révolutionnaire par les urnes d'une démocratie, ça me fait assez rire. Et on peut remarquer que contrairement à d'autres mouvements de gauche ou d'extrême gauche, qui eux participent aux élections pour faire passer leur message, mais sans pour autant se faire d'illusions sur les élections, lui passe son temps à répéter inlassablement qu'il pense que ça peut passer par les élections. Voilà, je te laisse faire ta dernière remarque. Oui, effectivement, je dirais simplement que le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon est un certain Arnaud Champrenier-Trigano, publicitaire, journaliste à LCI Canal+, et décoré de l'Ordre du Mérite par Nicolas Sarkozy. Moi, je voulais juste simplement dire à propos du fameux sondage qui ferait passer Mélenchon devant Marine Le Pen. Faut oublier que ce sondage, apparemment, il a été fait la veille ou vraiment le jour de la tuerie de Toulouse. Et vu les déclarations des uns et des autres, je pense que ça va encore énormément bouger dans les jours qui viennent. Bon, si je peux me permettre d'intervenir sur Mélenchon, je pense, vous avez dit, vous êtes interrogé sur le fait qu'il fasse une bonne ou une mauvaise campagne. Pour ma part, je pense réellement qu'il fait une bonne campagne. Il a effectivement de bons moyens médiatiques autour de lui. Il a mis en place un bon site internet, de bons gens, de bonnes personnes qui tweetent régulièrement sur Twitter pour faire connaître ses idées. Je vous ai entendu parler de certaines parties de son programme et notamment de sa volonté de renégocier les traités. Alors j'ai écrit un article pour répondre à Franck qui disait que les journalistes devraient un petit peu plus éplucher son programme. J'ai écrit un article pour essayer de voir un petit peu ce qui découlait de la condition de renégociation des traités et ce qui découlait d'une réelle désobéissance aux traités. C'est vraiment le seul candidat aujourd'hui qui propose noir sur blanc la désobéissance aux traités européens. Et au niveau de tout ce qui est création monétaire,
il le dit lui-même, hein, pour ce qui est de la création monétaire, il ne la donnerait pas uniquement à la Banque centrale européenne, il peut également la donner à la Banque de France, et ce, sans négociation préalable des traités. Alors je présente Magali qui vient d'intervenir rapidement en disant qu'elle elle mène le site Contre la Cour, que vous pouvez consulter, et elle participe également au site La Théorie du Tout, à laquelle participe également notre camarade Lior, qui est intervenu plusieurs fois dans les livres journaux. Et elle est juriste, elle rédige notamment des articles ayant trait au droit européen, donc elle s'y connaît très bien sur ces sujets. Moi, peut-être en guise de conclusion sur Mélenchon, je citerai justement Nathalie Arthaud, qui a dit sur Canal+, que voter Mélenchon à l'élection présidentielle était une autre façon de voter pour Hollande. Et je pense que finalement, ça résume bien le personnage. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que c'est... il faut en avoir discuté avec des gens du Parti socialiste. Ils pensent, alors peut-être à tort, que Mélenchon va leur servir de véritable zone de rabattage pour toutes les personnes, les gauchistes qui ne voteront pas pour Hollande parce qu'il n'est pas à gauche. Toutes ces personnes voteront ensuite pour François Hollande sur appel de Jean-Luc Mélenchon. On sait déjà que le Front de gauche et le Parti socialiste se sont entendus pour se répartir les sièges des futures élections législatives. On passe à Bayrou ? Oui, pour parler des candidats d'extrême gauche, effectivement, on peut parler de François Bayrou, que l'on n'avait pas entendu ou presque. Ou alors c'est peut-être moi qui suis pas suffisamment curieux, suffisamment à l'écoute, mais à connaissance, on l'avait extrêmement peu écouté pendant 5 ans, et puis bah le revoilà. Il n'a pas vieilli, il est toujours le même, et il nous vend son image, d'ailleurs sa photo, peut-être plus qu'un programme alternatif. Il y a pas grand-chose, hein. C'est un européiste convaincu, un ultralibéral qui maquille son peu d'originalité et son libéralisme total par des choses toujours pareilles, réformer le budget de l'Élysée, faire l'ouverture, machin, enfin des choses, la parité, enfin, ce genre de choses secondaires qui sont mis au premier plan et qui participent de la nouvelle image d'un homme effectivement qui avait commencé comme militant voilà, RPR, UDF ensuite catholique relativement dur, soi-disant, enfin un petit peu l'équivalent de Christine Boutin à l'heure actuelle dans ses débuts, et puis ensuite ministre de l'Éducation, c'est fade, donc pas très enthousiasmant, du moins de mon point de vue. Ouais, donc bon, comme j'avais noté rapidement. Bon, il me semble quand même que au niveau de sa personnalité, il me semble avoir quand même certaines valeurs, peut-être dû au fait qu'il est enraciné, surtout par rapport à un Sarkozy, hein. Mais cela dit, bon, effectivement, le point clé, c'est que ça reste le plus européen de tous, et je crois que ça dit tout. Il est membre du siècle, hein, donc un groupe que j'espère nos auditeurs connaissent tous, hein, un groupe très important qui rassemble des gens puissants en France, et dont Emmanuel Ratier parle et nous parlera, puisqu'Emmanuel Ratier viendra ici le 8 avril. Donc notez ça dans votre calendrier, 8 avril sur Libre TeamSpeak. Détail marrant, on a vu là dernièrement qu'il disait d'acheter français dans une interview et que 2 minutes après il repartait en Audi. Alors bon, ça c'est rigolo sur l'hypocrisie des candidats. Et médiatiquement, alors je l'ai dit tout à l'heure, il avait une position intéressante en 2007, et il essaie de le refaire en 2012, mais il a du mal, hein. C'est-à-dire c'est la position du candidat anti-système qui clash le pouvoir des médias. On se souvient qu'il avait envoyé paître je ne sais plus qui, Claire Chazal, il me semble. Et du coup, il avait cette image un peu anti-système qui est ridicule, hein, mais et en fait, il bénéficie incroyablement des médias, parce que représente Bayrou concrètement avec son nouveau mouvement? Bah rien. Et moi, je le surnomme en fait le candidat pseudo-anti-système des bandes mous. C'est-à-dire, effectivement, quand on n'a pas trop les... Excusez-moi d'être très vulgaire, mais bon, on n'est pas sur Radio Courtoisie. Quand on n'a pas les couilles d'aller voter pour quelqu'un qui est un peu anti-système, bah, y a Bayrou, quoi. On a l'impression de trouver une alternative à l'UMPS, quoi. Donc voilà, il a déclaré: je suis heureux de voir que le produire en France devient un enjeu majeur chez les Français. Donc monsieur est pour la réindustrialisation de la France, c'est très bien, hein, ils le sont tous.
Moi, j'aimerais lui demander comment il va faire pour réindustrialiser la France alors que alors que la liberté du marché est au centre de l'idéologie européenne et toutes les dérégulations sont également au centre de l'idéologie européenne et qu'il est le plus européen de tous. Donc voilà, Bayrou, bah, je pense il y a pas grand-chose à en attendre. Bayrou, ça va être effectivement le Mélenchon soft de droite, on va dire. Ça va être un peu un rabatteur de Hollande ou de Sarkozy d'ailleurs, hein, ça sera le même tonneau. Sinon, quoi dire de lui? Moi j'ai l'image de lui, je suis de Strasbourg, j'ai l'image de lui quand il était venu, c'était il y a quelque temps, qu'un gosse du Neuf, un quartier de Strasbourg, lui avait fait les poches, il lui avait mis une tarte. Donc tout le monde connaît cette image. Sinon, quoi dire de lui? Effectivement, européiste, etc. C'est la pire soupe pour nous. Et il a le charisme, bon, d'un sous-secrétaire d'État obscur, quoi. Je veux dire, il a pas de, voilà, il y a pas grand-chose, quoi. Alors juste pour faire un petit rajout sur le produire français de François Bayrou, c'est pas vraiment le produire français dont il fait la promotion, c'est plutôt l'acheter français. Et notamment via la promotion de la marque, ou du moins de l'étiquetage Made in France. Alors il faut savoir, comme vous l'avez indiqué, que c'est interdit par le droit communautaire qui place donc la promotion du produit national comme étant interdite. Il faut uniquement, même pas faire la promotion du produit européen. Et tout ce qui a pu être fait légalement au regard du droit européen a déjà été fait et entamé par le gouvernement actuel, par Nicolas Sarkozy. En d'autres termes, l'État n'a pas le droit de financer des promotions d'étiquetage Made in France. L'Irlande avait d'ailleurs été condamnée par la Cour de justice pour faire la promotion des produits irlandais. Tout ce que propose François Bayrou à ce niveau-là est soit illégal, soit déjà fait par Nicolas Sarkozy. Très bien, merci Magali. On enchaîne donc, puisque l'heure tourne. Je voulais qu'on parle rapidement de Cheminade. Et alors Cheminade qui a, quand même, je trouve que c'est une belle en tout cas c'est une surprise. Il a décroché ses 500 signatures. Alors, j'ai du mal à comprendre comment il a fait. Visiblement, il s'est beaucoup bougé, mais j'ai du mal à interpréter. Il avait déjà été candidat en 95. Et je vais donner la parole à l'un de nos camarades, Simon Lambert, pour parler un petit peu de Cheminade. Oui, bonjour à tous. Oui, sur les 500 signatures de Cheminade, moi je pense qu'il n'a pas eu d'aide du système et qu'il a vraiment fait un travail sur la durée avec ses militants. Donc les militants de Solidarité et Progrès, c'est vraiment spécial, hein. On pourra peut-être en parler plus tard. Alors oui, moi ce que je voulais dire, c'était que je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'égalité du temps de parole, donc il passe beaucoup dans les médias en ce moment, et il est passé sur LCP. Alors vous pourrez passer sur son site et regarder la vidéo qui s'appelle Les chiens de garde contre Cheminade, où il s'est fait vraiment, ça a été un passage médiatique honteux, quoi. Et là, les journalistes lui ont tout collé, quoi. Ils lui ont parlé de Mars, de sectes et tout. Genre, les questions, c'était est-ce que vous vous revendiquez comme une secte? Il a eu le droit au Rothschild, à tout. Vraiment, j'avais pas vu ça depuis au moins un an, quoi. C'était incroyable. Voyons, Alors, est-ce un que... petit peu un peu le Non, même procès à Gérard Chivardi. Vas-y. Non, je disais simplement que parmi les candidats extrêmement minoritaires qui parviennent quand même à obtenir les signatures, bon, cette année, on n'aura pas de candidats venant du milieu Parti des Travailleurs, rebaptisé désormais Parti ouvrier indépendant, POI, etc. Gérard Chivardi, il n'y aura pas cette mouvance, mais Gérard Chivardi faisait partie des gens aussi très minoritaires, mais pourtant très très attaqués par les médias avec des questions vraiment pièges, des accusations très lourdes, voilà. Mais enfin, on en revient à Cheminade, donc je vous redonne la parole. Ouais, Cheminade, moi j'ai pu voir aussi quelques documents vidéos de Solidarité et Progrès qui peuvent faire des choses assez intéressantes. Après, Cheminade, moi, de ce que j'ai vu de lui dans les médias, il a essayé de passer pour quelqu'un de très propre, effectivement. Voilà, il s'est permis de cracher sur certaines personnes, c'était pas très, il n'y avait pas vraiment d'à-propos. Mais on lui a dit de faire ça, donc apparemment, enfin, on l'a incité à le faire, donc il s'est senti obligé. C'était avant qu'il ait toutes les signatures.
Voilà, chez Minad, voilà, des choses intéressantes, mais quand on creuse, il y a pas grand-chose non plus, quoi. Faut dire ce qui est, enfin, c'est pas du niveau de Marine Le Pen, par exemple, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors sur Cheminade, juste, je voulais passer un petit extrait qui date d'aujourd'hui ou d'hier peut-être. Vous allez me dire ce que vous en pensez. De l'isoloir, je me suis abstenu en 1980. Je pouvais voter ni pour François Mitterrand, dont je connaissais le passé, ni pour Valéry Giscard d'Estaing. Donc j'ai voté Ségolène Royal parce que je pensais que Nicolas Sarkozy représentait un danger d'instabilité. Ceci dit, une dernière chose, j'étais horriblement choqué quand ni l'un ni l'autre n'était capable de dire la part du nucléaire dans l'électricité en France. Alors, grand débat. En 2012, je dirais certainement pas Nicolas Sarkozy, certainement pas François Bayrou, que j'estime par ailleurs, mais que sa position sur le budget ne va pas voter pour lui, Marine Le Pen n'en parlons pas, reste François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Bon, si l'un ou l'autre, si Jean-Luc Mélenchon disait « je me rapproche d'une conception de la science et du développement », et si François Hollande disait je ne m'incline pas devant la Cité de Londres, mais je la combats davantage », voilà. Donc à noter dans cette interview, encore une fois qui date d'aujourd'hui ou hier, je ne sais pas la date exacte, mais c'est tout récent, on note le surtout pas, enfin, ouais, Marine Le Pen n'en parlons pas, donc même pas question de l'envisager, et visiblement, il aimerait se raccrocher à Mélenchon ou à François Hollande, ce qui paraît être un positionnement un peu curieux, sachant que Solidarité et Progrès est un groupe qui fait quand même des analyses intéressantes au niveau économique et qui avait participé à une université d'été d'égalité et réconciliation. Alors, du coup, Marine Le Pen n'en parlons pas, me paraît un peu étonnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des réactions là-dessus. C'est un peu ce qu'on lui demande aussi pour participer aux médias, hein, pour être dans les médias. Hein, c'est voilà, d'être dans la ligne social-démocrate. Et apparemment, il s'y colle assez bien. Hein, donc, mais c'est vrai que Solidarité et Progrès, on fait des choses intéressantes. Alors, toi, tu dis sur l'économie. Moi, j'ai vu des choses intéressantes sur le climat, qui étaient assez pertinentes, qui étaient assez bien faites, des conférences. Donc voilà. Mais c'est vrai que chez Minad, c'est assez lino, quoi. C'est la même chose, quoi. J'ai du mal à faire des différences, effectivement, entre ce genre de candidat assez, voilà, c'est bien sûr bien propre sur lui, qui ne dérape jamais, voilà, dans la ligne effectivement de ce qu'on a, voilà, candidat puceau, quoi. C'est un peu ça, quoi. Enfin, Sur François Asselineau, enfin, moi, encore une fois, je suis pas spécialiste de cheminade, mais j'avais quand même, on avait écouté avec Simon très sérieusement le programme, les 5 heures du programme d'Asselineau, et c'était quand même extrêmement sérieux au niveau des idées. Donc, moi, je sais pas si on peut vraiment comparer les deux. Effectivement, je sais pas si Cheminade est si politiquement correct que ça, parce qu'il a eu aussi une image d'original, puisque Solidarité et Progrès avait été effectivement suivi par des cellules particulières de l'État pour savoir s'il s'agissait ou pas d'une secte, enfin bref. Et par ailleurs, Cheminade avait été condamné, je crois, pour avoir dépouillé une vieille dame de ses économies. Bon, il y a un certain nombre de choses curieuses sur lui qui, quand on regarde son site un petit peu, semble très politiquement correct, c'est-à-dire lutte contre le sexisme. Bon, il affiche la cocarde républicaine, donc de ce point de vue-là, s'inscrit totalement dans le système républicain. Enfin, je dis ça pour Franck Abed. Et puis, par ailleurs, des analyses économiques qui peuvent être assez intéressantes, mais qui sont en rien compatibles avec François Hollande, enfin du moins avec François Hollande tel qu'il exercerait le pouvoir. Je ne parle pas de François Hollande se prétendant comment dire, le nouveau révolutionnaire mettant à bas la finance. Non, cheminade d'un candidat curieux, bon, qui fera évidemment très très peu, hein, qui sera probablement le dernier, qui fera le moins de voix, mais bon, ça fait partie du charme, si j'ose dire, de l'élection présidentielle, de voir des personnalités un peu curieuses venir participer. Alors là, maintenant, je vais passer à Eva Joly, notre candidate à l'accent merveilleux. D'ailleurs, je vais demander à Franck de réagir parce que j'ai relevé une citation récente là, que j'ai trouvée sur son site officiel, euh, où elle a fait donc un discours devant l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, et où elle a déclaré que je pense qu'il faut avancer vers l'aide active à mourir. Donc ça déjà, je pense que ça devrait faire bondir Franck.
Beaucoup de choses à dire hein, sur Eva Joly parce que c'est quand même. Je me demande si c'est pas le pire candidat au niveau des idées, hein. Donc, elle a commencé avec le défilé militaire. Bon, là, j'avais une petite vidéo, mais je vais pas la passer parce qu'il y a pas grand-chose à en dire. Grosso modo, elle veut remplacer un défilé militaire du 14 juillet par une Gay Pride bis. Enfin voilà, j'exagère un peu, mais grosso modo, on se demande si ça va pas ressembler à ça. Enfin, un grand défilé citoyen, on sait pas ce que ça veut dire. Elle pourrait le faire un autre jour d'ailleurs, à la limite. Elle veut supprimer le veto de la France à l'ONU, on en avait parlé aussi. Donc comme si on n'avait pas déjà suffisamment cédé de terrain sur notre influence diplomatique. Et elle ne veut même plus que la France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle veut à la place qu'on mette un délégué européen. Voilà, donc encore une fois, laisser tomber notre maigre pouvoir diplomatique actuel, qui est déjà bien mis en danger par notre dernier président. Elle veut encore le soumettre à l'Europe. Elle a parlé également à Human Rights Watch, donc, qui est un groupe enfin, voilà, sur les droits de l'homme, hein, il y a quelques jours, et elle a dit « Je m'engage à mettre en œuvre ou renforcer les organes et mécanismes nationaux, européens et internationaux afin de garantir l'efficacité du système de protection des droits humains. » Là déjà je fais une remarque, puisque c'est pour pas dire droits de l'homme, hein, puisque droits de l'homme c'est macho, c'est misogyne, c'est pas bien, ça doit être antisémite quelque part, j'imagine, de toute façon tous les... Elle a dit également le respect de l'égalité sera inscrit au cœur de l'action de l'État, égalité entre les hommes et les femmes, reconnaissance du mariage de personnes de même sexe, autonomisation et pleine citoyenneté des personnages handicapés, égalité des droits entre travailleurs nationaux et immigrés, et notamment politique de régularisation de leur séjour, droit de vote pour tous les résidents aux élections locales et nationales, l'égalité comme principe actif et une politique assumée de lutte contre les discriminations et libérer les énergies citoyennes et régénérer les institutions. Comme interview à propos de la Syrie, elle a dit « Le régime de Bachar el-Assad a failli à l'obligation de protéger sa population conformément au droit international et a perdu toute légitimité. Il doit abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition démocratique pacifique puisse s'opérer en Syrie. Pour cela, la communauté internationale doit continuer à utiliser sa force diplomatique afin que la Russie et la Chine cessent d'exercer leur droit de veto contre une résolution du Conseil de sécurité. Je condamne ces prises de position totalement irresponsables qui encouragent les forces du régime à Assad à intensifier la répression sur le terrain. La communauté internationale doit envisager des sanctions diplomatiques à l'égard de ces pays, notamment afin de contraindre la Russie, principal fournisseur d'armement, d'équipements militaires et d'aéronefs au gouvernement syrien, à arrêter immédiatement ces livraisons. Les condamnations politiques ne doivent pas rester sans suite judiciaire. Les responsables de ces atrocités doivent en effet répondre de leurs actes devant la communauté internationale, ce qui requiert une enquête indépendante et impartiale, ainsi que l'élaboration de mécanismes clairs en matière de responsabilité. Enfin, je voudrais rappeler toute mon admiration pour le courage et la détermination du peuple syrien. L'UE et ses États doivent aider les efforts déployés par l'opposition syrienne pour s'unir à l'extérieur et à l'intérieur du pays afin de définir une vision commune de l'avenir de la Syrie et du passage à un régime démocratique. Cela exige la reconnaissance du Conseil national syrien, comme on avait eu le Conseil national libyen, mais aussi un appui politique et matériel. Donc voilà, donc mis bout à bout, toutes ces choses, encore une fois, trouvées sur son site officiel. Enfin, toutes ces choses me paraissent en faire, effectivement, la candidate la pire... Enfin, vraiment, il me semble qu'elle a faux sur tout. C'est quand même fort. Des fois, on peut trouver quelques trucs bien, mais là, elle a faux sur tout. Donc, Franck, j'avais envie de te faire réagir à la fois donc, sur ce qu'elle a dit, sur le fait qu'il fallait avancer vers l'aide active à mourir, mais peut-être sur cette candidate en général. Disons que sur cette candidate en général, la première question qu'il convient de poser sans être taxé de racisme ou de personnes extrémistes, c'est déjà est-ce qu'elle a le droit d'être candidate tout simplement. Et Eva Joly, c'est un peu la Cohn-Bendit version féminin. Voilà la première chose. Au niveau justement du projet d'Eva Joly, je pense que les dominants, pour être clair, c'est-à-dire le fameux groupe de pression, les fameux groupes
de pression voilà, qui n'existe pas, mais en fait qui existe. Hein, pour être clair, les gens comprendront très bien ce que je veux dire et ça m'évitera un procès, ça évitera un procès au Libro TeamSpeak. Mais ce sont des gens qui agissent à 50, 100 ou 150 ans. À savoir que tout le programme d'Eva Joly, c'est un programme justement d'avant-garde. C'est un programme qui sera tôt ou tard partagé par l'ensemble de la classe politique française. Alors aujourd'hui, par exemple, dans le milieu catholique, certains nous expliquent que François Hollande serait plus nocif que Nicolas Sarkozy ou que d'autres. Moi, je réponds que c'est tous pareil parce que sur le mariage des personnes de même sexe, sur l'euthanasie, sur l'avortement, tous, tôt ou tard, ils arriveront aux mêmes positions. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne pense pas qu'il faut, comment dire, pointer du doigt plus Eva Joly que Sarkozy que Hollande. En début d'émission, en début de partie plus exactement, tu as fait un rappel très juste pour classer les candidats. Pour moi, les 10 candidats devraient être classés dans la branche totalement inintéressant. Ce sont des gens de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils sont tous d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire plus d'euthanasie, plus d'avortement, plus d'Europe. Alors bien évidemment, on va me dire oui, mais Marine Le Pen évoque la loi de 73, évoque le retour au franc, etc. Ça, ce ne sont que des postures, ce ne sont comment dire, que des positions non affirmées. C'est simplement là pour amuser la galerie. Il n'y a rien à attendre de cette élection présidentielle. Tous les candidats sont pareils, sauf qu'avec Eva Joly, ça se voit un petit peu trop, de par son discours, de par ses origines. Mais par exemple, lorsqu'on voit Marine Le Pen à la télé, lorsqu'on lui pose la question de l'avortement, et elle dit clairement, je ne remets pas en cause si je suis élu, je ne remettrai pas en cause l'avortement, ça veut vraiment tout dire. Et les gens qui ne voient pas ça, soit ils sont aveugles, soit ils ne s'intéressent pas à la politique et donc ne sont pas au courant des sujets, mais vouloir faire aujourd'hui des différences entre les candidats, ça revient à vouloir faire des différences entre des clones. Pour moi, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que toutes les critiques que vous faites pour Eva Joly, vous pourrez également les faire pour le candidat de l'UMP en 2017, pour le candidat du PS en 2017. Tôt ou tard, le mariage des hommes et des hommes sera validé, l'euthanasie sera reconnue par la loi, il y a déjà l'avortement, on tue des enfants, on parle maintenant également d'avortement post-natal, c'est-à-dire après la naissance, c'est-à-dire éliminer le bébé à la naissance si le bébé ne plaît pas. Donc non, ce n'est pas très réjouissant ce qui nous attend. Il faut se battre, s'accrocher, parce qu'à la fin on aura la victoire. Mais au niveau de cette élection présidentielle, Eva Joly a simplement un programme un peu plus avant-gardiste que les autres, si je puis dire, mais tous les autres, tôt ou tard, finiront par l'adopter. Ouais, ce qui est drôle avec Eva Joly, c'est probablement la candidate peut-être qui a le moins de connexions, on va dire, américano-israéliennes et qui est la plus idiot-utile pour les intérêts israélo-américains. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, bon voilà, qui va voter pour Eva Joly? Bah, c'est facile à dire, les fumeurs de joint, voilà, ça va être un peu ça, hein, ces voteurs. Et Eva Joly, quand on entend parler des gens, on a mal aux oreilles, il faut dire ce qui est. Je suis pas raciste anti-norvégien, je respecte la Norvège qui est un très beau pays, mais c'est vrai qu'elle a un accent très agressif. Donc elle fait assez mal aux oreilles. À chaque fois qu'on la voit à l'écran, elle s'arrange jamais. Enfin, elle a toujours vraiment. Enfin, elle est assez âgée, je le reconnais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bon, elle pourrait s'arranger un minimum parce qu'elle fait assez peur quand même. Les photos, etc. sur Internet, ça fait un peu flipper. Hein. Donc voilà, il y a tout. Voilà, c'est. Il n'y a rien d'autre à dire sur Eva Joly, elle est grotesque, elle a des propositions qui sont grotesques, qui sont toujours dans le sens, effectivement, comme l'a dit Franck, autorisé, il parlait de suicide assisté, c'est ce que j'ai entendu comme terme maintenant, pour l'euthanasie, le suicide assisté, enfin, c'est quand même extraordinaire. Ces déclarations, effectivement, remplacer le défilé militaire par des défilés de gosses, etc. C'est magnifique, quoi, le monde est beau, il faut à dire de plus sur elle pour ma part. La question qu'on se pose mais c'est à chaque élection on se la pose avec Europe Écologie Les Verts, c'est quand est-ce qu'ils parlent d'écologie, quoi. Moi je suis désolé, j'ai feuilleté encore une fois son, son site là, tu vois, ses dernières interviews, mais il n'y a quasiment rien sur l'écologie. Alors que c'est un sujet qui pourrait être intéressant, qui pourrait être porteur. Il y a quand même
Je pense qu'il y a énormément de problèmes écologiques qui se posent, et ça vaudrait le coup d'en parler un peu. Mais même eux, ils n'en parlent pas. Ils se concentrent sur vote des immigrés. Oui, voilà, ils parlent un peu du nucléaire, mais c'est tout. Oui, parce qu'il faut rappeler, ce sera le candidat ou la candidate écologiste cette année. On en a eu toujours au moins un par élection. On avait eu même deux en 2002. Il y avait Corinne Lepage, côté en soi-disant droite. Mais bon, c'est vrai que c'est grossier. Tout ça, c'est du libéralisme libertaire hypertrophié, si j'ose dire, avec très très peu de contenu écologique. Mais bon, ça attirera quand même, je pense, les voix de quelques bobos et qui estiment quand même que l'écologie, il faudrait quand même en parler un petit peu. Donc du coup, on va voter Eva Joly. Enfin, tout ça ne mènera pas à grand-chose, donc voilà. Bien, Franck Abed a mis en cause Marine Le Pen, donc on pourrait peut-être parler d'elle maintenant. Alors, bah, il y a beaucoup de choses à dire sur Marine Le Pen. Personnellement, je ne vais pas forcément me concentrer sur le positif. Le positif, on le connaît, programme économique quand même qui paraît peut-être plus sain que d'autres. Une volonté de remettre du protectionnisme, de sortir de la 513, etc. Moi, ce que j'ai vu, déjà, alors je sais pas du tout qui c'est, hein, j'avoue, c'est l'interview là de Michel Touris qui a beaucoup circulé sur Facebook notamment, qui est conseiller politique de Marine Le Pen, et interview qu'il a donnée à l'Union des Français juifs. Et donc, il lui demande que pensez-vous de la vague d'attentats qui vient de frapper notre pays. Alors, encore une fois, c'est pas Marine Le Pen, hein, c'est un de ses conseillers apparemment. Donc en parlant de la tuerie de Toulouse. Et il a répondu, cette vague d'attentats, c'est un nouveau 11 septembre. Alors jusqu'à là, moi je suis d'accord, hein, à la limite, très bien, si on prend la version complotiste, entre guillemets, du 11 septembre, mais là c'est pas le cas. Donc il dit, des enfants juifs ont été exécutés parce que juifs avec une barbarie et une sauvagerie extrême. Des militaires français ont eux aussi perdu la vie. Cette vague d'attentats vise la République française, vise les juifs, vise Israël, et vise aussi notre civilisation judéo-chrétienne dans son ensemble. Ces dernières années, de nombreuses démocraties ont été prises pour cible par les islamistes. Dans le contexte actuel, il était inévitable que tôt ou tard la France soit frappée à son tour. Bon, alors, effectivement, comme disent certains, il ne pèse rien, mais il y a quand même un climat chez Marine. On a quand même eu Louis Alliot avec sa petite visite en Israël. On a quand même eu Marine qui fait des appels du pied régulièrement à la communauté juive, ou voire à Israël directement d'ailleurs. Et moi, je voulais écrire un article, en fait, alors je ne l'ai pas fait, mais je voulais écrire un article, Marine Le Pen ou le syndrome de la femme battue. C'est-à-dire, vous avez ce syndrome de la femme battue, c'est-à-dire des femmes qui se font battre par leur mari, mais qui croient toujours que le mari va finir par changer, qu'en fait c'est leur faute. Si elles font des efforts, forcément il va s'arrêter. Tout cette espèce de raisonnement. Et en fait, elles vont mieux le jour où elles comprennent qu'en fait, il ne changera jamais et que la seule solution, c'est de se barrer. Marine Le Pen, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, et la communauté juive, c'est-à-dire, elle croit qu'en étant gentille, tout d'un coup, eux aussi, ils vont être gentils, ils vont oublier leurs griefs, ils vont oublier qu'ils n'aiment pas la nation, en tout cas pas pour les autres. Marine Le Pen, elle y croit, alors elle fait cet effort, et puis à chaque fois, bon, elle reprend une tarte dans la gueule, mais elle se dit non, si je continue à en faire et si j'arrive à aller en Israël, là tout d'un coup, ça se passera mieux. Donc vraiment, le syndrome de la femme battue, il faut qu'elle comprenne que non, ça ne changera pas. C'est pas la peine. Tout ce qu'elle fait en fait, c'est se déshonorer. On a des gens comme Jérôme Bourbon, par exemple, directeur de Rivarol, qui l'attaque très sévèrement sur plein de points et notamment sur celui-là. Et je pense qu'il a assez raison. Donc ça, alors effectivement, Michel Touris ne pèse rien, mais je pense quand même que c'est assez représentatif d'une certaine évolution du FN. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu dire exactement le contraire et qui, eux, n'y sont plus aujourd'hui au FN, depuis son élection. On peut remarquer d'ailleurs qu'elle a fait le ménage. On peut citer des Jean-Claude Martinez, Karl Lang, Roger Hollindre, Laurent Ozon. Alors soit qui sont partis, soit qui ont été virés, soit qui ont été poussés vers la sortie, et qui donc ont démissionné. Bon, il y en a beaucoup d'autres. On voit la volonté des deux Le Pen de faire taire les voix contestataires, avec les procès à Rivarol qui me paraissent quand même extraordinaires. D'ailleurs, Rivarol, souvent qui est quand même un magazine, un journal qui a toujours soutenu le Front National, eh ben, ils sont exclus, enfin ils ne sont plus accrédités pour beaucoup d'événements du FN.
parce que ils sont méchants, alors que Libération, Le Figaro et tout ça, eux, pas de problème, ils sont toujours accrédités. Et en plus, Marine Le Pen leur fait des procès pour essayer de les tuer définitivement. C'est une façon intéressante aussi de traiter la droite nationale. Et sur la loi de 73, qui me paraît être un élément intéressant de son programme, elle l'attaque, cette loi de 73. En tout cas, elle attaque le principe, quoi qu'on pense de la loi de 73. Problème, cette loi est également dans Maastricht, c'est l'article 104, et a été retranscrite également dans Lisbonne. Et le problème, c'est qu'elle ne veut pas sortir de l'Union européenne. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais bon, il y a un article qui a été intéressant d'Asselineau où il me semble, il démontre qu'elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, contrairement à ce qu'elle sous-entend parfois. Et alors je vois que des gens réagissent, mais moi je suis désolé, je vois des éléments dans son programme où elle tient beaucoup compte de l'Union européenne pour quelqu'un qui voudrait en sortir. Voilà, et enfin sur les musulmans, eh ben, j'ai l'impression qu'elle aime se perdre dans les détails. On verra tout à l'heure qu'avec un Dupont-Aignan par exemple, qui lui dit que le halal c'est quand même loin d'être une priorité en France, elle en fait quand même un de ses chevaux de bataille, pardon, ce qui me semble se perdre dans les détails du reste de son discours où il y a quand même des choses beaucoup plus urgentes. Alors effectivement, là j'ai brossé un portrait assez négatif. Je compte évidemment sur mes camarades soit pour confirmer, soit pour donner une autre vision de la candidate du clan national. Bah, moi, pour ma part, Marine Le Pen, ce que tu as dit, effectivement, il y a des choses qui sont vraies. Bon, par rapport à la sortie de l'euro, je pense que ça peut-être plus, il faut peut-être plus le mettre sur le compte du pragmatisme qu'autre chose. Après, on peut en discuter. Effectivement, moi, je crois qu'on voit pas, on n'essaye pas de se mettre assez en retrait par rapport aux événements. Alors, effectivement, il y a elle tend la main, effectivement, à certaines personnes, à certains courants, effectivement, juifs, etc., de la France, c'est évident. Mais je pense que sa stratégie, vraiment, c'est probablement, effectivement, elle espère être élue, ça va être très compliqué. Mais je pense que la véritable stratégie, c'est l'éclatement de l'UMP et effectivement peut-être la création d'un nouveau parti qui sera un parti de droite plus dur, qui rassemblera effectivement les marinistes et les gens par exemple, la droite populaire. Je crois que ce groupe s'appelle comme ça, des dissidents effectivement de l'UMP. Je pense qu'il y a cette stratégie-là qu'il faut prendre en compte, et je pense que ces rapprochements avec la communauté juive et ces rapprochements sur une ligne républicaine sont dans cette optique-là. Après, il faut dire une chose également, elle a fait le ménage au FN par rapport à la droite, l'extrême droite, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les gens assez durs. C'était une condition probablement sine qua non pour avoir une espèce de légitimité républicaine. Sans ça, effectivement, ça aurait été très compliqué. Après, faut dire aussi une chose. Non mais attends, Fiorentino, je peux pas te laisser dire ça. Attends, je termine. Elle a fait le ménage. Non, attends, je termine juste ma phrase, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Après, tu pourras enchaîner. Non, y a pas de problème. je veux dire non. Tu peux pas dire ça. Elle a viré des gens qui ne la soutenaient pas. C'est pas du tout pareil. Le fait qu'ils soient de méchante extrême droite. Excuse-moi, il y en a certains, oui, comme Laurent Rodon. Mais tu peux pas dire ça pour tous les cas. Non, mais elle a fait le ménage effectivement sur une ligne judéo-critique, quoi. Elle a laissé effectivement la ligne identitaire anti-islam. Effectivement, elle est très présente dans son parti. Ça, je remets pas ça en cause, hein. C'est évident. Mais je pense que c'est du pragmatisme, quoi. Je pense que c'est une femme assez intelligente. Elle a des conseillers qui sont assez intelligents et qui sont dans des stratégies, en fait, dans des stratégies électoralistes, des stratégies effectivement de convergence politique avec certains éléments de droite qu'il faut prendre en compte, quoi. Alors après, voilà, on peut critiquer effectivement la ligne un peu trop islamo-critique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle parle beaucoup tout le temps de l'islam. Bon, avec les faits qui viennent de se produire, elle en parle encore plus. J'ai vu une partie de son meeting cet après-midi à Nantes. C'était quasiment, effectivement, uniquement sur les musulmans. Donc bon, moi, c'est pas quelque chose qui me fait sauter de joie, effectivement, parce que bon, c'est la ligne identitaire, mais je pense pas la solution à tous nos problèmes. C'est une partie probablement, mais pas la solution totale. Donc voilà, Marine Le Pen, je pense, c'est la personne la plus crédible pour moi au niveau des valeurs,
déjà, et au niveau de ce qu'elle souhaite mettre en place pour la France. Il faut juste qu'elle se calme un peu au niveau des musulmans, effectivement, voilà, qu'elle fasse pas trop le lien, c'est-à-dire qu'elle n'insiste pas trop sur le lien, je pense, qu'elle attaque vraiment ce qui est ce qui fait chier aux Français. C'est-à-dire, ce qui fait pas chier aux Français en premier, c'est l'islam, c'est pas ça, c'est la délinquance qui fait chier en premier aux Français, pardon. Je pense que c'est ça, donc voilà, il faut faire un peu plus de pédagogie dans ce sens-là de sa part, je pense, et elle pourra effectivement viser plus haut. Ouais. Mais je pense que la vraie date, c'est 2017 pour elle, et c'est l'éclatement de l'UMP. Voilà, c'est le résumé de ce que je veux dire. Oui, bah, effectivement, sionisme, pas sionisme, appel du pied à la communauté ou pas, je ne sais pas. En tout cas, Gilles Bernheim et puis Richard Praski ont dit clairement que euh, leurs institutions et à travers eux, estiment-ils, les Juifs de France ne votent pas pour Marine Le Pen et qu'il ne fallait pas qu'il y ait de vote juif pour Marine Le Pen. Donc, ce point de vue-là, femme battue, je sais pas. Enfin, il est semblable que et en tout cas, elle n'est pas soutenue par les gens de cette communauté, enfin les gens qui dominent la communauté organisée, pourrait-on dire. Maintenant, effectivement, des gens ont été écartés comme Martinez ou des gens ou sont partis comme Jean-Claude Martinez. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui avaient été formulés par Martinez qui sont repris, comme les droits de douane, etc., aux frontières. Il y a des choses très intéressantes, mais effectivement, bon, sur l'islam, elle a précisé par exemple, bon, quand même, euh, tous les musulmans ne sont pas concernés. Il faudrait que les musulmans modérés viennent à nos côtés pour combattre l'islam radical salafiste. Bon, mais évidemment, on sait très bien que la compréhension du Pékin moyen, c'est pas tout à fait ça. Maintenant, les gens de la populace ne sont pas en mesure d'entendre des critiques sur le sionisme ou sur la communauté organisée. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une fortune, une culture d'énarque pour le comprendre, donc elle ne va pas en faire état. Et effectivement, cette quête de respectabilité peut paraître un peu agaçante parfois. Bon, compensée plus ou moins par son père et puis par les sorties du père, mais bon, en tout cas, moi je trouve que le père et la fille forment un couple, une sorte de couple assez cohérent si on additionne leurs bons côtés. Maintenant, pour savoir ce qu'elle ferait, évidemment, il faudrait qu'elle soit élue, mais ça, c'est relativement improbable. Alors, pardon, si je peux intervenir sur Marine Le Pen, je vous ai entendu dire que c'était, selon vous, la personne qui portait le programme le plus crédible. Alors, pour avoir lu les programmes de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, de Nicolas Dupont-Aignan et de François Asselineau, même si François Asselineau est du coup pas candidat à la présidentielle, je dois vous indiquer que du coup, pour moi, au niveau des rapports avec l'Union européenne, c'est pour moi le programme le moins crédible. Marine Le Pen, contrairement à ce que pense l'opinion publique, ne propose pas la sortie de l'Union européenne et propose encore moins la sortie de l'euro. Elle propose une renégociation des traités. Elle veut construire, et ça c'est pas connu, elle veut construire une Europe pan-européenne qui regrouperait les États actuels, plus la Suisse, plus la Russie. Et au niveau de l'euro, elle voudrait faire ce qu'elle appelle une déconstruction ordonnée de l'euro, et donc elle n'évoque pas du tout une sortie unilatérale de la monnaie unique. Toutes les mesures donc, qui sont dans son programme sont conditionnées par la renégociation des traités, contrairement donc à Jean-Luc Mélenchon qui propose une désobéissance au traité, et contrairement à Nicolas Dupont-Aignan qui, lui, propose une rupture avec les traités qu'il reposerait sur la Convention de Vienne. Bon, c'est pas tenable au niveau juridique, mais il a le mérite de le proposer au moins. Et pour ce qui est de la loi de 1973, vous en avez parlé tout à l'heure au niveau de Jean-Luc Mélenchon, et là vous le réindiquez pour Marine Le Pen. Il faut dire que cette loi de 1973 n'a rien changé au niveau des emprunts qui pouvaient être effectués par l'État auprès de la Banque de France, et ce gratuitement. Il faut attendre le traité de Maastricht pour que ces emprunts soient interdits. La loi de 1973 ne les a pas interdits, au contraire, elle les a encadrés et a permis au Parlement européen, au Parlement français d'avoir son mot à dire et de pouvoir les autoriser. Tu nous dis que Marine Le Pen a le projet le moins crédible au niveau économique, mais pour toi, quel est le projet le plus crédible des candidats alors dans ce cas ?
Alors, c'est pas au niveau économique que je pose sa crédibilité. Au niveau économique, effectivement, la fin en soi qui est la déconstruction de l'euro, le retour au franc, la renégociation des traités pour permettre un protectionnisme, pour moi, aussi crédible chez Marine Le Pen qu'elle l'est chez Nicolas Dupont-Aignan ou qu'elle pourrait l'être chez Jean-Luc Mélenchon. Moi, c'est au niveau juridique qu'elle est pas crédible parce qu'elle évoque encore moins que les autres candidats les éléments qu'elle va mettre en œuvre, c'est-à-dire les modalités de renégociation et de sortie de l'euro. Oui, Ouais, là c'est un peu de la soupe, enfin quand même, ouais, assez juridique. Je pense que c'est assez. Je pense que si on lui pose la question, elle est assez compétente, elle est avocate, elle pourra détailler effectivement. C'est peut-être pas des détails qui sont mis en avant immédiatement, mais enfin, il y a quand même un projet qui est cohérent au niveau global, que ça soit au niveau économique, social. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une cohérence certaine. C'est la ligne du patriotisme qui est assez saine. Donc après, on en pense qu'on en veut, effectivement. Mais moi je pense que c'est une ligne assez saine. Alors effectivement, c'est crédible, hein, ça tient la route, c'est cohérent, tout comme le programme de Jean-Luc Mélenchon est cohérent au niveau ce qu'on pourrait appeler un programme communiste ou un programme de gauche. Néanmoins, quand on lui propose, j'avais vu une vidéo où une personne du public lui évoquait la possibilité d'invoquer l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, elle l'a carrément balayé. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle pense qu'elle pourra uniquement s'appuyer sur le fait d'être élue et sur le fait que le peuple français veut renégocier les traités pour que l'ensemble des 26 autres États acceptent la volonté française. Ce qui m'apparaît peu crédible au niveau juridique. Alors après, on peut effectivement penser que c'est de la soupe de juristes, mais toutes les propositions qui sont émises, et quand même son programme fait plus de 80 pages, je me les suis tapées, donc effectivement, je pense qu'il était assez précis pour qu'on rajoute quelques lignes pour indiquer quelles sont les modalités juridiques pour arriver à mettre en place toutes les propositions de Marine Le Pen. Alors, juste pour intervenir très rapidement sur Marine Le Pen, je vais essayer d'être le plus précis possible dans mon propos. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que Marine Le Pen, Marine Le Pen, à l'instar de tous les candidats, a fléchi le genou devant le Sanhédrin. Et à partir du moment où elle fléchit le genou devant qui de droit, ça veut dire qu'elle est totalement disqualifiée. Son ami, son amant, son mari, autrement dit Louis Alliot, est parti en Israël. Ce n'est pas pour rien. À l'heure où la France était traversée par une crise économique et où tout le monde justement était en France, du moins sur le pont, pour essayer de savoir ce qui pouvait être fait ou ce qui pouvait ne pas être fait, Marine Le Pen prend l'avion et va aux États-Unis d'Amérique rencontrer un ambassadeur du fameux pays, un ambassadeur israélien pour être clair. Donc là encore une fois, je pense que Marine Le Pen est un leurre plutôt bien fait, contrairement au leurre Mélenchon ou au leurre Bayrou ou au leurre Eva Joly. Marine Le Pen est un leurre bien fait. Maintenant, Je suis pas d'accord, hein, mais bon. je vais juste finir maintenant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsqu'on dit que Marine Le Pen s'écarte des fondamentaux du Front National, moi je n'y crois pas. Je pense que ce sont des mauvaises attaques de ce qu'on peut appeler l'extrême droite radicale, la droite du Front National. Marine Le Pen est totalement fidèle au programme de son père, à savoir un programme totalement démocrate, un programme totalement républicain et un programme économique un peu brinque-ballant. Il faut également se rappeler que son père, dans les années 80, était appelé le Réganien français. Donc, croire que Marine Le Pen va changer les choses, c'est totalement une foutaise. Il faut toujours prendre exemple des événements historiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent il faut voter Marine Le Pen parce qu'elle arrivera au deuxième tour. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce qui se passe? Au deuxième tour, soit elle rencontre Nicolas Sarkozy et elle se fait éclater, soit elle rencontre François Hollande et ça va se finir par un 70-30. Je rappellerai qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, d'accord? Lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, tout le monde a cru que c'était formidable, tout le monde a cru qu'il allait se passer un renouveau dans la politique française. Quelques mois après, il y a eu les législatives, il ne s'est rien passé. Et 5 ans plus tard, le Front National, à l'élection de 2007, s'est pris une dérouillée. Donc en fait, on voit bien que même dans le cas où Marine Le Pen arriverait dans des conditions particulières et dans des conditions
oui, disons-le, particulières et des conditions très difficiles à imaginer quand on connaît la situation politique française au deuxième tour, ça ne changerait rien parce que aux législatives de juin, bah, il n'y aurait pas 20, 30 ou 40 candidats à l'élection présidentielle. Enfin, 20 ou 30, pardon, 20 ou 30 candidats Front National élus aux législatives. Donc, le problème, encore une fois, c'est qu'on a affaire à on a la croisée des chemins. Est-ce qu'il est intéressant de se battre dans le cadre actuel ou non? À titre personnel, je ne pense pas qu'il faille soutenir un candidat parce que tous ces candidats sont d'accord sur les choses principales et les candidats que certains peuvent juger différents, comme notre ami ici présent, le Florentin, qui est d'accord avec moi, même dans le cas où on estime que Marine Le Pen est différente des choses, elle n'arrivera jamais au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens nous disent oui, mais Marine Le Pen est moins pire que. Mais on connaît ce genre de raisonnement. Marine Le Pen est moins pire que Bayrou, Bayrou qui est moins pire que Hollande, Hollande est moins pire que Sarkozy, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors on nous dit oui, mais Marine Le Pen, ça peut être le moindre mal. Ah, je tiens à dire que la merde, ça reste de la merde. Ou plus exactement, la crème de la merde, ça reste de la merde. Donc vouloir dire le moindre mal, pour moi, ce n'est pas un argument. Parce que le mal, ça reste un mal, hein. La crème de la merde, ça reste de la merde. Et surtout, dans le cas précis du Front National, le moindre mal n'arrive jamais au pouvoir. Voilà, le moindre mal n'arrive jamais au pouvoir. Donc je pense que toutes ces discussions qui sont relatives autour de Marine Le Pen, en fait, pour moi, n'ont pas tellement d'intérêt, parce que Marine Le Pen, à l'instar de Mélenchon, n'est qu'une variable d'ajustement. Si elle fait la campagne du Front classique, elle arrivera à 15. Si elle arrive un petit peu si elle arrive à faire une excellente campagne, elle arrivera à 20, 22, 25. Mais ensuite, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Le système est sclérosé et ce n'est pas par les urnes qu'on ne changera les choses. Et surtout, ce n'est pas en soutenant une candidate qui est totalement soumis au groupe de pression et au lobby qui n'existe pas, mais qui en fait existe, ce n'est pas avec elle qu'on pourra changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, croire que Marine Le Pen est la candidate la moins antisioniste, je n'y crois pas. Par contre, ce qui est clair, c'est que Marine Le Pen, lors de la tuerie de Toulouse, dès le lendemain matin, elle a parlé en disant il faut livrer une guerre aux fondamentalistes musulmans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent combattre contre le choc des civilisations, et il y a des gens qui nous disent oui, Marine Le Pen n'est pas pour choc des civilisations. Lorsqu'elle part en guerre contre les musulmans, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle aussi, elle a intérêt à jouer du choc des civilisations. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, et les gens les plus autorisés du TeamSpeak, les auditeurs le savent aussi bien que moi, c'est que aujourd'hui, il y a des rapprochements qui sont en train d'être faits entre le bloc identitaire et le Front National, bloc identitaire, qui est un mouvement totalement judéophile, un mouvement totalement pro-sioniste. Donc là, c'est pas étonnant. Voilà ce que j'avais à dire sur Marine Le Pen. Moi, si je peux répondre rapidement à Franck en quelques mots, enfin, dire qu'effectivement elle est maintenant enjuivée entre guillemets, puisqu'il faut dire les mots, c'est quand même le mot. Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est dans une stratégie d'éclatement de l'UMP, et je pense qu'elle tend les perches nécessaires qui vont permettre d'éclater l'UMP dans les années qui viennent, et ça, il faut le saisir. Alors effectivement, toi, Franck, tu es dans une espèce de pureté idéologique que je respecte et qui t'honore même, mais qu'est-ce qu'elle a donné cette ligne aussi ces dernières années? Qu'est-ce qu'elle a donné la ligne Bourbon? Elle n'a rien donné politiquement. Donc si effectivement tu juges qu'il ne faut pas faire de politique, il faut prendre les armes dans ce cas-là. Il faut directement prendre les armes alors. Je veux dire, il n'y a aucune solution, il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. Pardon, le Florentin, de vous couper, je sais pas. En fait, la ligne de pureté politique n'est pas du tout incarnée par Jérôme Bourmont. Jérôme Bourmont, au contraire, est nationaliste, c'est-à-dire qu'il concède à la révolution des avantages intellectuels de par sa position de nationaliste. Bien évidemment, je te remercie, ou je vous remercie, je vais me permettre de te tutoyer comme mon entre ami, donc je te remercie du compliment que tu m'adresses au niveau de ma pureté doctrinale, mais moi je pense aujourd'hui qu'on peut être dans une pureté doctrinale, d'accord? Je pense qu'on peut être dans une pureté doctrinale, je répète bien mes mots. Par contre, je pense également qu'on peut être dans une pureté pratique. Et une pureté pratique,
démocratique s'impose de ne pas faire de compromis. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis 200 ans, la droite nationale, dans son ensemble, et de Tixi-Venancourt à Le Pen, en passant par De Gaulle, et bien évidemment le premier compromis, Charles Maurras, on s'aperçoit que les compromis nous amènent toujours de carré dans Silla, enfin ça va de défaite en défaite. Donc à un moment donné, je dis bon, il y a une solution qui a été mise en place depuis. Il y a une solution qui a été mise en place depuis 30 ans, 50 ans, à savoir cette stratégie qui a été mise en avant et qui a été incarnée et qui a été défendue, qui a été clamée, qui a été vantée par le Front National. On s'aperçoit qu'après 50 ans, cette stratégie ne fonctionne pas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut changer de stratégie et à la rigueur pour le Front National, je dirais même plus, je ne dis pas que, je dirais même plus dire que certes le Front National doit changer de stratégie, d'accord, mais surtout le Front National doit changer de doctrine. Le Front National doit changer de doctrine. Et en fait, tout le cœur du problème, pour moi, au niveau de la droite nationale, il est résumé ainsi, à savoir les questions doctrinales. Est-ce que oui ou non, on est prêt pour la restauration du seul régime légitime? D'accord? Est-ce que oui ou non, on va en finir avec la démocratie, qui est un système qui est totalement ingérable? Oui ou non, est-ce qu'on veut en finir avec la mainmise, avec la soumission de notre pays à des intérêts totalement étrangers, clairement identifiés? Oui ou non? Moi, voilà, c'est la question que je vous pose, et je connais la réponse. Marine Le Pen est très contente du cadre républicain et démocrate, comme son père était très content du cadre républicain et démocrate. Je pense aujourd'hui qu'il y a Franck, ne fais pas trop long parce qu'il est déjà 23h10, on a une troisième partie qui va être un peu difficile d'ailleurs à gérer, mais voilà, moi je voulais dire juste en guise de conclusion, excuse-moi de t'avoir coupé, hein, mais en guise de conclusion, je voulais dire que le vrai intérêt de voter Marine Le Pen, et en fait, au-delà de faire semblant que son programme soit sérieux comme Soral, c'est un peu quand même la position qu'il a, c'est-à-dire la position de vouloir qu'elle soit au deuxième tour, justement pour voir les réactions, pour voir un peu des gens se dévoiler, pour s'amuser un peu. Mais ça, c'est une vraie raison de voter Marine Le Pen. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions dessus. Après, chacun son opinion là-dessus. Vas-y. Juste pour finir, en 2002, une fois que Jean-Marie Le Pen a été élu, alors certes, toute la droite s'est amusée à voir la tête des gens de gauche et des gens du système un peu effarés, un peu déçus, un peu abasourdis, mais au final, qu'est-ce que ça change? En tout cas, moi, je l'ai toujours dit, moi j'ai 30 ans, je prends des risques, je fais de la politique dans une optique sérieuse et je suis pas là pour me faire plaisir. Si le but de la manœuvre, c'est de voter Marine Le Pen et voir les réactions, ça m'intéresse pas. Moi, je mets mon billet sur la table, que Marine Le Pen, qu'elle soit au premier tour, il y est déjà en fait, mais qu'elle soit au deuxième tour ou pas, ça ne changera rien. La vraie question pour la droite nationale et pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui cette émission en direct et pour ceux qui écoutent cette émission en différé, la vraie question, avant toute chose, elle est d'ordre doctrinal. Est-ce que oui ou non, les Français, ou ceux qui aiment ce pays, d'une manière générale, est-ce qu'ils sont prêts à défendre la vraie doctrine, la doctrine de toujours, à savoir la doctrine catholique et royale? Moi, je pense que c'est la vraie question, et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, on ne se sortira pas. Oui, merci Franck de rappeler tes idées. Bon, mais effectivement, les candidats sont sur le logiciel républicain intégralement. Ça, c'est logique. Après, c'était pas trop l'objectif de l'émission de parler d'une solution éventuelle de sortir de la présidentielle, même si c'est tout à fait intéressant quand même de se poser la question par ailleurs. Alors peut-être Anthony, tu voulais enchaîner sur les deux derniers candidats qui restent, pas les moindres, mais bon, on va essayer peut-être de faire rapidement. Ah, il en reste trois, il reste Dupont-Aignan, Hollande et Sarkozy. On va essayer de faire vite, effectivement. Pour ce que disait Franck, hein, on vous encourage, on a fait 2 émissions avec lui sur le Libre TeamSpeak, donc on vous encourage fortement à aller voir ces émissions sur notre blog. Donc voilà, alors rapidement, Sarkozy, très rapidement. Résumé, traité de Lisbonne passé en force, certains disent que c'était dans son programme, donc ça serait justifié, c'est faux. Il avait parlé d'un mini-traité, il avait dit que ce qui était voté était voté. Le mini-traité, il fait, je sais pas, presque 300 pages, donc c'est exactement le même, tout le monde est d'accord pour le dire aujourd'hui. Au niveau des sondages, alors il y a Emmanuel Ratier qui en a parlé. Apparemment, aujourd'hui,
les sondeurs relèvent Nicolas Sarkozy plus qu'ils relèvent Marine Le Pen, parce que d'après les sondeurs, aujourd'hui, il serait plus difficile d'avouer qu'on vote pour Sarkozy que pour Marine Le Pen. Ce qui me paraît être n'importe quoi, mais il faut savoir que dans les résultats des sondages qu'on lit actuellement, apparemment, d'après Emmanuel Ratier, eh ben, c'est comme ça que ça se passe. Donc ne pas surestimer les scores de Sarko. Il est clairement pour le mondialisme. On rappelle que le vendredi 16 janvier 2009, il a présenté ses vœux au corps diplomatique étranger et qu'il a dit que nous irons ensemble vers un nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Donc il nous joue un peu les cow-boys. Il a été membre du siècle lui aussi, évidemment, avant qu'il devienne président. Je n'en dis pas plus là-dessus, je vous laisse réagir. Je pense que Sarkozy s'est totalement décrédibilisé. Effectivement, il l'a redit à Toulouse, comme le précise, mais il le dit régulièrement, comme le précise un de nos auditeurs. Moi, j'ai très peu de choses à dire sur Sarkozy, dans la mesure où tu as tout dit. Je crois que les gens qui viennent écouter ces émissions, qui sont présents ici, ont suffisamment d'intelligence pour pouvoir décrypter Sarkozy, pour pouvoir le démasquer. Donc Sarkozy est insupportable aux yeux de beaucoup de Français. Il l'était beaucoup moins il y a 5 ans, mais désormais il est insupportable parce que son bilan est clairement mauvais et qu'il a tout trahi. Alors effectivement, peut-être des gens comme nous, parmi les gens qui peuvent écouter ces émissions, certains seraient tentés de voter plutôt François Hollande, peut-être dans l'hypothèse d'un deuxième tour, pour essayer d'éviter Sarkozy, qui est peut-être plus insupportable que François Hollande. Moi, je me contenterai de dire ça, parce que pour le reste, politique étrangère, économie, on sait de quel camp il est. Un petit mot rapide peut-être sur le lien avec Toulouse. Est-ce que vous pensez que ça va être décisif dans la campagne de Sarkozy, c'est-à-dire que ça va le faire définitivement passer au-dessus de Hollande? Il aime bien apparaître comme un homme d'État qui gère la situation. Seulement là, il apparaît aussi comme un homme d'État qui n'a pas su, puisqu'il s'attribue lui-même les pouvoirs, et bien qu'il n'a pas su éviter la catastrophe. Donc après, il a le don, effectivement, d'essayer de faire pleurer dans les chaumières. Il a pris cette attitude-là qui a dû lui rapporter déjà beaucoup de voix auprès des plus naïfs. Mais je pense pas qu'on puisse rééditer sans cesse les mêmes recettes, donc je pense qu'il sera quand même battu, quoi. Ouais, Sarkozy, moi j'ai envie de dire, si vous avez apprécié les 5 dernières années, votez Sarkozy, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. C'est le candidat c'est le candidat de l'américano-sionisme, quoi, effectivement, de l'impérialisme, de la Libye, le candidat de l'Afghanistan, le candidat de tout ce qu'on exècre. Bien, on s'appesantit pas sur Sarkozy, je pense qu'effectivement c'est clair. Sur Hollande, écoutez, on a eu cet article excellent de Reuters qui résume tout, je le lis très rapidement. Enfin, ce sont des extraits que j'ai pris, hein. Donc sur ses déclarations au Guardian et tout. Donc l'extrême gauche française a peu apprécié les propos de François Hollande à la presse anglo-saxonne visant à rassurer le monde de la finance qu'il avait présenté plus tôt dans sa campagne comme son principal adversaire. Dans des déclarations publiées en début de semaine dans des journaux comme The Guardian, International Herald Tribune et The Financial Times, le candidat socialiste à l'élection présidentielle se défend de toute agressivité à l'égard du monde de l'argent et dit vouloir se rapprocher sur ce thème de la position du président américain Barack Obama. L'élu socialiste affirme aussi que la France de 81 date de l'arrivée au pouvoir du socialiste François Mitterrand, qui avait convié des communistes au gouvernement, n'a rien à voir avec celle de 2012, où il n'y a plus de communistes. C'est bien, ils s'en réjouissent. On cite « La gauche a été au gouvernement pendant 15 ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie, ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a rien à craindre », ajoute François Hollande. On pourrait dire qu'Obama et moi avons les mêmes conseillers, a-t-il dit, ajoutant que son souhait de voir la finance mieux régulée était conforme à la volonté de l'opinion publique européenne et des autres candidats à l'élection présidentielle, y compris le président Nicolas Sarkozy. Donc sur les éléments clés, il n'y a aucune différence avec Sarkozy, hein. Il était pour le traité de Lisbonne, il a voté en ce sens. Dernièrement, on les a d'ailleurs vus se serrer la main au dîner du CRIF, donc à chaque fois qu'il y a un sujet important, ils sont entièrement d'accord et ils marchent main dans la main. Oui, et puis bon, le voir relooké en homme à la poigne de fer, on le voit sur ses affiches, affublé du slogan Le changement c'est maintenant, faire une tête un petit peu de tueur là, de quelqu'un qui démolit, qui serait prêt à renverser les montagnes.
Bon, effectivement, tout ça, c'est assez profondément ridicule. Bon, je pense que la solution socialiste peut avoir une sorte d'aspect rassurant pour certains, c'est-à-dire de se dire, bon, quand même, les services publics vont un petit peu rester en l'état, ce qui est logique pour des raisons structurelles, puisque parmi les militants parmi les militants, pardon, du Parti socialiste, il y a beaucoup de gens qui sont de la fonction publique, qui sont retraités de la fonction publique, etc. Donc là encore, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme disait le président Le Pen. Comme tu l'as dit, Anthony, s'il se sent sur la ligne Obama, bah, ça sera le candidat de la planche à billets, quoi, de la BCE, et puis on aura le droit effectivement à l'augmentation des prix global encore, on aura le droit à probablement un plan de rigueur assez drastique en France, peut-être pas du niveau de la Grèce, mais bon, ça encore, je ne sais pas exactement, mais c'est le candidat, c'est la copie conforme de Sarkozy, on est un peu plus clientéliste. Effectivement pour les fonctionnaires, pour les profs. Donc bon, Sarkozy, effectivement, c'est une grosse raclure, mais il a quand même certaines personnes encore derrière lui qui sont sur une ligne avec quelques valeurs quand même, certaines personnes qui sont quand même un peu de droite, quoi, qui sont quand même une certaine valeur assez appréciable, qu'il n'y a pas du tout à gauche. Voilà, qu'est-ce que ça va être demain Hollande au pouvoir? Je veux dire, ça va être du SOS racisme tous les jours, ça va être des vieux sermons, enfin vraiment, ça va être affreux, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai rien de plus à dire sur Hollande. Non, bah, c'est vrai que c'est marrant parce que quand il parle de dire qu'il a les mêmes conseillers qu'Obama, il faut savoir quand même que tous les conseillers d'Obama sont de Goldman Sachs ou de l'AIPAC. Donc vraiment, ça sent bon, quoi. Comme j'avais dit dans une vidéo que j'avais réalisée au sujet de Sarkozy et de Hollande, j'avais dit que c'était kippa blanche et blanche kippa. Je rejoins également Amfortas, me semble-t-il, en ce sens que pour la prochaine élection, là, celle qui va avoir lieu donc le 22 avril et le 6 mai, il y a peut-être une possibilité que Hollande passe, pour la simple bonne raison que justement, comme on va devoir ingurgiter un plan de sauvetage en France, hein, un plan de restructuration totale. Le côté de François Hollande, avec son côté un peu rondouillard, avec son côté justement plus cool, plus gentil, justement que les réformes sociales seront moins dures à avaler si c'est un homme de gauche. Mais je pense que, même si je maintiens ce que je dis, que c'est kippa blanche et blanche kippa, en ce sens que c'est totalement pareil les deux dans la soumission à qui on sait, je pense qu'Hollande, sous un air justement moins dangereux que Sarkozy, parce que plus doux, plus gentil, je pense que c'est un candidat qui est très dangereux et qui, lui, justement, sur toutes les réformes mortifères et sur toutes les réformes qui mettront à bas le peu de souveraineté qui nous reste, avec Hollande, ça ira à vitesse grand V. On termine rapidement avec Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la République. Petite mise au point que je voulais faire pour commencer sur la French American Foundation et les Young Leaders, puisqu'on entend parler de ça à chaque fois que sur Internet on évoque le nom de Dupont-Aignan. Pour moi, c'est un argument un petit peu enfin, c'est pas un très bon argument parce que quand je vois les CV de tous les politiques, je parle pas de Marine Le Pen cette fois-ci, hein, même si j'ai été un peu dur tout à l'heure, mais encore une fois, j'avais dit que je me concentrais sur les aspects critiques. Hein, ça veut pas dire que je pense pas aussi du bien. Mais bon, sur la French American Foundation, il faut quand même savoir que si on n'a que ça à lui reprocher depuis 2000 ans, je pense que au vu de sa carrière politique, c'est pas si mal, quoi. Donc voilà, parce qu'il pourrait être membre de beaucoup d'autres choses. Je trouve d'ailleurs que l'argument de Pierre Hillard est un peu fallacieux. J'aime beaucoup Pierre Hillard, mais lui reprochait il y a quelques années, si Dupont-Aignan n'en était pas, de faire retirer son nom. Et maintenant que Dupont-Aignan a réussi à faire retirer son nom du site de la FAF, eh ben, Pierre Hillard n'a pas changé d'avis. Il explique qu'il a gardé les captures d'écran. Donc c'est un petit peu... bon voilà, c'est peut-être pas très honnête comme raisonnement, quoi. On peut pas avoir tort à chaque fois, quoi. Bon, alors Dupont-Aignan, c'est quoi? Bah, Dupont-Aignan, c'est un peu le programme du FN sans attaquer les musulmans. Ce qui est parfois d'ailleurs n'est pas forcément non plus toujours légitime, parce qu'il y a quand même des sujets qui peuvent être abordés. Sans attaquer les musulmans, mais aussi sans les voix des lecteurs. C'est un petit peu ça le problème de Dupont-Aignan, c'est qu'à mon avis, il est pas mal, mais il n'a pas d'électeurs.
Sur les musulmans, il a publié un article ces derniers jours sur la viande halal, justement, où il expliquait que c'était pas un problème prioritaire. Comme Marine, il dénonce la loi de 73, mais il ne veut pas sortir de l'UE, lui non plus. Or, on sait que... Enfin, en tout cas, lui, pour Marine, certains sont pas sûrs. Dupont-Aignan, c'est sûr qu'il veut pas sortir de l'UE. Alors, il dit qu'il veut pas respecter les traités. Bon, c'est une position bizarre. Pourquoi rester dans une structure dont on ne veut pas respecter les traités? Je sais pas, c'est bizarre. Donc, s'il sort pas de l'UE, il y a l'article 123 qui continue de s'appliquer. Donc, il peut dénoncer la loi de 73 tant qu'il veut. Je ne vois pas ce qu'il pourra y faire. Il souhaite sortir de l'euro. Donc, ça, c'est bien. Organiser une sortie de l'euro, pourquoi pas. Après, question que je vous poserai, est-ce qu'il joue un jeu trouble avec l'UMP? Ça, c'est une vraie question qui semble ne pas lui mettre beaucoup de concurrence en face à chaque fois. Quid également de ce qu'a dit Laurent Pinsol chez nous, Laurent Pinsol qui est un de ses deux porte-parole, je crois qu'il en a que deux, il en a peut-être plus. Laurent Pinsol qui ici même excluait tout ralliement avec le FN au deuxième tour si Marine y était, et il disait même appeler à voter pour Sarkozy ou même pour Hollande contre le FN. Alors ça me paraît très bizarre parce qu'il y a quelques jours, Dupont-Aignan a déclaré qu'il serait prêt à prendre Marine Le Pen comme Premier ministre. Donc, ayant fréquenté un tout petit peu des LR, j'ai rencontré un peu les sections locales pour voir à quoi ça ressemblait. Je pense que le niveau de compréhension de Dupont-Aignan est vraiment sans commune mesure avec son entourage direct et avec ses militants. Je pense vraiment que lui, il a compris beaucoup plus de choses, mais encore une fois, son programme me semble un peu bancal, à cause de notamment sa position sur l'Union européenne, et puis vraiment de sa volonté de ne pas en sortir. Hein. Lui, il reste clair là-dessus. Voilà, et je ne sais, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Alors, si je peux... Ah, pardon. Pardon, je vais juste dire un mot Merci. rapidement. Ah bah, ouais, je vais te Merci. laisser la parole, je vais être galant. Alors, merci. Donc Anthony, tu dis que son programme est clairement bancal puisqu'il ne propose pas la sortie de l'Union européenne. Alors pour le coup, pour avoir lu les deux programmes, alors, je vais continuer sur ma série Je suis une petite juriste et je regarde ce que les candidats proposent. Pour le coup, il est clairement moins bancal que celui de Marine Le Pen. Effectivement, lui propose une autre Europe, comme Marine Le Pen propose une autre Europe, une Europe pan-européenne, lui propose une confédération européenne. Il va plus loin puisqu'il évoque la possibilité d'échec des renégociations et il évoque la possibilité de dénoncer les traités européens, une dénonciation qu'il repose sur la Convention de Vienne, qui, je le répète, n'est pas applicable puisqu'il existe un article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Et pareil, comme pour Marine Le Pen, il propose la sortie de l'euro, la fin de l'euro, mais bien sûr une fin de l'euro qui serait négociée avec tous les États européens. Donc là, je pense qu'il est moins bancal que le programme de Marine Le Pen, même si la plupart de ses propositions, même la totalité des propositions, sont conditionnées à la réussite soit des renégociations, soit de la dénonciation, à savoir ce qu'il entend par dénonciation et s'il la mettrait vraiment en œuvre. Donc moi je prends la suite. Dupont-Aignan, c'est quelqu'un que j'apprécie globalement, qui effectivement a des positions assez intéressantes. Après il faut savoir que d'après ce que j'ai lu, alors je sais pas si c'est à vérifier, à confirmer par rapport à ce que tu disais Anthony, qu'il y avait des tractations avec l'UMP. Apparemment pour les législatives, l'UMP n'a pas mis de concurrent UMP en face de lui justement. Pour la circonscription de l'Essonne. Donc ça pose des questions, parce que s'ils ne mettent personne en face, c'est qu'il y a eu des tractations, c'est une obligation, on le sait tous. Hein. Faut pas être, c'est la lucidité même, je pense. Donc voilà. Sinon, Dupont-Aignan, oui, c'est un peu le Marine Le Pen sans le côté identitaire, mais ça n'empêche pas de se faire traiter de fasciste, de nazi, etc., comme on l'a vu par les zombies de Mélenchon. Donc bon, voilà, c'est globalement quelqu'un de sympathique, mais je pense pas il n'ose pas dire les choses comme une Marine Le Pen, par exemple. Et il y a quand même une chose aussi qu'on n'a pas dite, c'est que c'est le candidat, un des candidats qui se dit gaulliste, alors de même que Sarkozy nous ressort du De Gaulle, maintenant se réclame de nouveau de De Gaulle, qui est mort quand même en 1969. Le seul peut-être à pouvoir un petit peu continuer dans la même voie, c'était Chaban-Delmas. Mais bon, il est mort depuis très longtemps aussi, donc Monsieur Pinsol qu'on a reçu ici, effectivement, bon, il y a un côté un petit peu insupportable, quoi, de se réclamer toujours de De Gaulle, du gaullisme, de ceci, cela.
Et puis par ailleurs, voilà, NDA, Nicolas Dupont-Aignan vient de la droite modérée, il était proche de l'environnement Seguin au départ, je crois, avant donc de faire scission. Mais il y a un côté quelque part assez gauchiste, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, il n'est absolument pas question d'envisager la remise en cause de l'avortement. Ça, je dis ça pour faire trop plaisir à Franck Haben. Ils remettent pas en cause non plus l'absence de la peine de mort et l'abolition de la peine de mort. Donc, en fait, ils se choquent même d'un certain nombre de choses. Ils traitent effectivement le Front National d'un parti extrémiste. Donc, effectivement, il y a un côté un peu lisse, peut-être un manque de côté sulfureux qui attirerait, s'il existait, des gens, quoi. Alors, au sujet de Nicolas Dupont-Aignan, il faut savoir que j'ai eu la chance de l'interroger dans le cadre de mes entretiens vidéo à l'Assemblée nationale dans son bureau. Donc c'est un entretien très intéressant, une personnalité extrêmement sympathique. Alors au sujet justement de la présentation qu'a réalisée, que nous a donnée Anthony, il est clair que depuis 2000-2001, date à laquelle il a commencé à sortir du bois, il a toujours été dans un jeu très trouble avec l'UMP. Je suis dedans, je suis pas dedans, je sors, j'en suis pas. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à très peu de temps, DLR, Debout la République, recevait une dotation de l'UMP de 1 ou 2 millions d'euros par an. Donc on se demande on se demande comment était utilisé l'argent quand on voit justement le peu d'actions militantes et le peu d'actions menées par ce mouvement. Alors le problème de Nicolas Dupont-Aignan, pour me placer dans une optique en adoptant le logiciel républicain de l'extérieur, on a l'impression d'un Dupont-Aignan, un mélange de Philippe de Villiers et d'un peu Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire que il essaye un peu d'être sulfureux par certains aspects, d'être offensif sur certains aspects, mais sur d'autres, il est totalement un peu prisonnier de son parti d'origine, et on a l'impression que Nicolas Dupont-Aignan, c'est un peu du Front National, allégé. Donc, si Dupont-Aignan était réellement honnête et réellement conscient de la mission qu'il a, je pense qu'il aurait dû rejoindre, comme d'autres souverainistes, comme d'autres gaullistes, Marine Le Pen. On s'aperçoit qu'il ne le fait pas. On s'aperçoit aussi que depuis toujours, il rabat pour le candidat de droite majoritaire au deuxième tour. Donc je pense que Nicolas Dupont-Aignan est sûrement là pour gratter entre 1 et 3% au Front National. Très bien, ouais, merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on conclue cette partie euh, en disant peut-être un dernier mot chacun, si vous le souhaitez, hein, sinon on arrête là. Alors, je vous demande pas pour qui vous avez voté, hein, si vous avez envie de le dire, pourquoi pas. Euh, et puis, je voulais demander, puisque je voulais parler, mais alors très très rapidement, hein, s'il vous plaît, avec vraiment un propos le plus court possible. Certaines personnes prônent l'abstention pour cette élection. Le raisonnement essentiel, mais pas unique, étant qu'il ne faut pas donner de la légitimité à cette élection présidentielle qui est truquée par nature, et qu'il faut effectivement donner le moins de légitimité possible également au futur président, puisqu'effectivement, ils nous en parlent énormément de l'abstention, hein, on voit que ça les dérange quand même quand il y en a beaucoup. Alors justement, je ne savais pas au départ que Franck serait parmi nous ce soir, et je comptais parler du fait que lui mène une campagne pour l'abstention. Donc Franck, est-ce que tu peux, on a un petit peu compris hein, donc, ton positionnement, mais est-ce que tu peux, en guise de conclusion, nous dire en mots pourquoi tu fais cette campagne en créant des affiches pour encourager les gens à s'abstenir lors de cette élection? Alors déjà, j'invite tous les auditeurs du TeamSpeak à se rendre dans mon site pour voir les affiches que nous avons sorties, une affiche par semaine jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle pour appeler à l'abstention. Mais en fait, tout a été dit un peu ce soir dans mes propos, à savoir que l'élection présidentielle actuellement en France est une totale fumisterie, est une totale mascarade. Je pense qu'il ne faut pas participer à cette mascarade. Je pense qu'également que l'optique
politique du moindre mal est un leurre, puisque le moindre mal n'est jamais élu et le moindre mal reste un mal. Et l'idée aussi essentielle, il serait intéressant qu'un jour, très prochainement, j'espère que que le président de la République, le 6 mai au soir, à 20h, 20h30, nous apprenions que que le futur président ou présidente était élu avec seulement 30 ou 40% de participation. Je pense que ça serait vraiment très intéressant. L'objectif étant que le parti des abstentionnistes soit le premier parti de France le 6 mai à 20h. Il est temps justement d'avoir une optique, de prendre une optique justement radicale, c'est-à-dire pureté doctrinale, et dans les principes être ferme, aucune concession à l'adversaire. Et je pense que la première des choses, quand on se dit dissident, c'est de ne pas participer à l'élection phare du système. Et quand je dis ne pas y participer, c'est également ne pas y aller en mettant un bulletin blanc. C'est de vraiment ne pas y participer du tout. C'est ça vraiment quand on est un dissident, c'est refuser de donner une caution ou un bulletin blanc ou un bulletin avec un nom dans l'élection phare du système, qui est l'élection majeure de ce système démocrate et républicain que j'exècre. Et je termine sur un à bas la République, vive le roi. Merci Franck. On rappelle que ton site c'est francabet.com, Franck avec un C et un K. Mon petit mot de conclusion à moi, ce sera de dire que Nicolas Sarkozy, après la tuerie de Toulouse, sa première intention a été que les sites qui encouragent à la haine, eh bien, le fait de les visiter régulièrement devienne pénalisé et donne de la prison ferme. Voilà, au début, il parlait simplement de fréquenter les sites terroristes, maintenant les sites qui incitent à la haine. Donc en gros, ça peut être tout et n'importe quoi dès que ça leur plaît pas. Donc si vous aimez le livre TeamSpeak, profitez-en, bientôt vous aurez peut-être plus le droit de venir. Voilà, ce sera ma conclusion, et puis après votez pour qui vous voulez. Encore une fois, pour s'amuser au deuxième tour, peut-être que ça peut être sympa de voter Marine. Moi, j'hésite encore, mais je vais peut-être en ce sens. On verra. Florentino, si tu veux donner ton mot de conclusion. Oui, bah, pour conclure sur les présidentielles, moi je prône pas vraiment l'abstention, je prône effectivement si vous aimez la France, vous savez pour qui voter, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Donc, personnellement, j'ai eu un problème administratif, alors j'ai pas pu m'inscrire sur la liste électorale. Je pense que j'aurais voté effectivement Marine, tout en étant conscient effectivement de ses faiblesses sur le plan identitaire qui sont assez, assez éliminatoires, on va dire, pour sa ligne. Voilà. Et moi, je dirais que simplement que c'est en votre âme et conscience que vous devez décider ce que vous devez faire. Et de ce point de vue-là, j'aime pas trop les gens qui appellent à voter ou qui appellent d'ailleurs à ne pas voter, puisqu'après tout, on est quand même normalement suffisamment intelligent pour décider. Enfin, le système démocratique, du moins, voudrait qu'on soit suffisamment intelligent pour pouvoir décider. Effectivement, le jeu est en partie biaisé, mais enfin, le jeu n'est pas équitable, mais je pense pas qu'il l'ait été récemment, ces derniers temps. Donc là encore, faites appel à votre raison et voilà. Allez, au revoir. Très bien, bah, je vous remercie. Je remercie effectivement à tous les auditeurs parce que ça fait effectivement 2h30 que nous faisons cette émission en direct. Alors nous allons passer à présent à la troisième et dernière partie de ce libre journal. Il n'y aura pas de zapping ce soir, mais le zapping reviendra promis pour la prochaine émission qui aura lieu probablement en mai.